Et si je te disais que, en réalité, le goût d'un aliment ne change pas, tout est dans la tête. Ça, cet élément, Coca-Cola va l'apprendre de la manière la plus dure. Et va l'apprendre surtout à ses dépens. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de cette décision d'entreprise qu'a pris Coca-Cola quand il a lancé le New Coke. Car oui, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. J'avais envie de parler de cette situation car c'est un exemple parfait qui démontre comment une entreprise peut se planter de manière magistrale, mais aussi peut récupérer les choses de manière tout aussi magistrale. Donc asseyez-vous, sortez votre calepin, car aujourd'hui, on va apprendre des tonnes. Avant toute chose, replaçons un peu le contexte. Depuis les années 1980, les États-Unis connaissent une période qu'on a appelée la guerre des colas. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais surtout vu certaines choses parce que ça dure encore aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre des colas, donc entre Pepsi et Coca-Cola, ce qu'on voit aujourd'hui n'est que de l'amateurisme par rapport à ce qui se passait dans les années 80. Effectivement, ces deux grandes marques, dont Coca-Cola est clairement dominant, s'affrontent à coups de publicité, coups marketing, Starkey's Invite, bref, c'est une vraie concurrence. Et il faut savoir que dans les années 1980, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Coca-Cola qui gagne. Effectivement, Pepsi est en train de grignoter peu à peu les parts de marché de Coca-Cola. Et l'un des derniers coups stratégiques qu'ils ont fait, c'est le Pepsi Challenge. Le concept est ultra simple. Ce sont tout simplement des dégustations à aveugle, filmées dans la rue avec des réactions authentiques. Et bien sûr, s'ils font ça, c'est que Pepsi gagne quasiment tout le temps. Et ça embête Coca-Cola. Et ce qu'il faut savoir dans ce contexte, dans cette époque, c'est que Pepsi, du fait de ses victoires marketing, ça devenait une obsession pour Coca-Cola. Une obsession telle que un ancien directeur marketing de Coca-Cola disait que Pepsi était devenu le directeur marketing de Coca-Cola. Et ça, c'est juste dingue quand une marque concurrente arrive tellement à rentrer dans la tête de son concurrent qu'elle en dirige les actions. Mais revenons à ce Pepsi Challenge. Ce Pepsi Challenge qui inquiète de plus en plus Coca-Cola et qui voit ses parts grignoter. Alors, il décide de répliquer. Et c'est ça qui nous intéresse. La réplique de Coca-Cola va amener à un désastre. Ce désastre, c'est le New Coke. Mais il faut rentrer dans la psychologie de la boîte à l'époque et dans les dynamiques de pouvoir pour comprendre pourquoi cette décision de sortir un nouveau produit, chose très impactante pour une telle entreprise, va naître. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Coca-Cola avait une approche très particulière de son marketing. Le marketing de Coca-Cola reposait sur la réputation. C'est-à-dire que toute leur publicité, toutes leurs actions commerciales reposaient sur le fait de mettre en avant la marque, pas le produit. Et d'ailleurs, vendre le produit était presque sale, presque vulgaire. Ce qui compte, c'est le prestige. Cette vision du marketing était largement portée, et d'ailleurs très très protégée, par leur agence marketing de l'époque, McCann et Erickson. Ils avaient une telle influence sur la direction qu'il semblait impossible de changer cette approche. Alors, il est clair que certains cadres de Coca-Cola, quand ils ont vu le Pepsi Challenge, ont souhaité, comme première idée, changer cette approche marketing. Mais devant le refus de la direction et de fait que cette approche marketing était ultra protégée, ils se sont heurtés à un mur. Rappelez-vous, Coca-Cola veut du prestige. Et c'est là qu'on touche un premier point clé. Coca-Cola n'écoute pas vraiment le marché. Elle s'écoute elle-même. Et je dirais même, c'est une direction qui ne s'écoute que soi-même et les personnes qui lui disent d'aller dans le même sens. Et ça, c'est la première des mauvaises décisions. Quel est le résultat de cette première mauvaise décision ? C'est que pour les exécutifs qui voulaient quand même répondre à Pepsi
et changer un peu l'image, eh bien, il devient plus facile de faire accepter à cette direction, non pas un changement marketing, qui était ultra protégé, mais de changer le produit. Eh bien oui, si on ne peut pas changer l'approche marketing, changer la perception du produit auprès des consommateurs, eh ben, on va changer le produit. Et ça, Coca-Cola va l'accepter. Effectivement, cette décision peut sembler ultra logique. Rappelez-vous du Pepsi Challenge. Les consommateurs, à l'aveugle, préfèrent le goût de Pepsi. Et bien Coca-Cola va faire un produit qui ressemble à Pepsi, mais avec la marque Coca-Cola. Et là, ils tiendront alors le product killer. Ils allaient tuer Pepsi. La décision est prise. On lance la machine Coca-Cola. Réalisation de nouvelles formules, tests gustatifs à l'aveugle, chiffres et remontées données. Bref, Coca-Cola se lance à cœur perdu dans la recherche de ce nouveau produit. Et les tests gustatifs vont montrer que, effectivement, les consommateurs, quand on compare un Coca-Cola classique avec une version plus sucrée, eh bien, à la simple dégustation, ils préfèrent le plus sucré. Mais c'est là où Coca-Cola va commettre sa seconde erreur. Ils ne vont pas poser les bonnes questions. Ou du moins, laissez-moi être plus précis. Ils ne vont pas poser toutes les bonnes questions. Car oui, lors des dégustations, Coca-Cola va poser la question « Quel produit vous préférez ? Le A ou le B ?» Mais ils ne vont pas demander si le consommateur serait prêt à acheter le produit qu'il préfère, donc le produit plus sucré, au détriment de Coca-Cola, la version classique. Et cette question est très importante. Car effectivement, Coca-Cola ne se pose pas la question de l'intention d'achat. Et ça c'est une grossière erreur. Mais ça, ils ne vont s'en rendre compte que quelques temps plus tard. Car devant les résultats gustatifs, Coca-Cola lance la machine, encore une fois. Ils produisent un nouveau produit qui s'appelle le New Coke. Le New Coke, une version plus sucrée du Coca-Cola, mais avec le branding Coca-Cola. Je vous rappelle, c'est le product killer qu'ils cherchaient. La décision est prise par la direction, on distribue. Et cette distribution va se faire en mode Coca-Cola. Du prestige, du prestige, du prestige. Grande soirée de lancement, conférence de presse, on convie des stars, notamment l'une des plus grandes de l'époque, Ray Charles. On lance le produit de manière massive. Bref, c'est les vannes. Bref, on lance un produit que les... Bref, le lancement de produit est ultra carré. Et pour vous expliquer la confiance qu'a Coca-Cola dans son produit, dans son nouveau produit, c'est que lors de la conférence de presse, un des journalistes va demander « Et si le produit ne marche pas, que faites-vous ? Si ce New Coke ne prend pas, que faites-vous » Eh bien, le PDG de l'époque va tout simplement répondre « Mais vous comprenez pas, ça va marcher. » Ils étaient convaincus par leur produit. Mais très vite, la réalité va les rattraper. En effet, après quelques semaines et un début de distribution, les signaux sont catastrophiques. Environ 80% des Américains qui disent avoir goûté ce New Coca-Cola, les 3/4 n'aiment pas. Et Coca-Cola se retrouve sous une tonne de lettres, de lignes support saturées, de menaces. Même un avion est dépêché pour faire tourner celui-ci autour du siège avec une banderole demandant le retour du Coca-Cola original. C'est pour vous dire l'importance du symbole et surtout le rejet des Américains de ce New Coke.
Mais petite chose très marrante, j'en profite pour vous partager un fait de psychologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en réalité, le New Coke n'était pas partout. Effectivement. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, c'est que ce New Coke, en fait, n'avait été distribué qu'à 6% du réseau de distribution. Donc quand je vous ai dit un peu plus tôt, les 80% d'Américains ayant goûté ce produit, ben en fait, il n'y en avait pas 80. C'était tout simplement beaucoup moins. Et là, il y a un élément qui est très important. C'est que, ben en fait, on ne connaît pas le goût du Coca-Cola. Et pour vous en convaincre, je vais vous poser une question. Si je vous demande quel goût a le Coca-Cola, est-ce que vous pourriez me le décrire? Alors, très certainement, vous me répondriez, bah, c'est frais, c'est sucré, c'est pétillant. Oui, mais ça, c'est des sensations. Quel goût ça a? Eh bien, vous remarquerez que le Coca-Cola n'a pas de goût réel. Il a des sensations, mais pas de goût. Le goût est fabriqué dans la tête. Quand on aime ce produit, ce Coca-Cola et potentiellement tous les autres sodas, effectivement, on construit le goût dans sa tête. Et ça, Coca-Cola va d'ailleurs l'apprendre sur le moment, ce qui est très, très paradoxal. Mais bref, revenons à notre histoire. Après une série de mauvaises décisions, effectivement, et ben là, Coca-Cola, après un petit temps de 77 jours, d'enfer de 77 jours, et ben Coca-Cola va prendre la meilleure décision de sa vie. Effectivement, ils vont décider que le Coca-Cola, dans sa formule originale, va revenir et remplacer le New Coke. Bref, ils vont revenir à la base. Et ça, c'est une très bonne décision. Surtout qu'ils vont le faire revenir tel quel. Canette rouge, même formule, la seule distinction, c'est Coca-Cola classique. Cette petite mention remettra le Coca-Cola à jour. Et pour vous donner un peu le niveau d'importance de cette annonce, eh ben c'est que ça devient une annonce nationale. Quelques petits exemples pour vous donner un peu une situation. Le cours de la bourse de Coca-Cola va être suspendu quand les premières rumeurs du Coca-Cola classique apparaissent. Lors de l'annonce du retour du Coca-Cola classique, l'un des programmes les plus populaires sur la télé américaine, qui est diffusé à l'époque sur ABC, va être interrompu. Et ça, c'est sans compter la logistique et la volonté de Coca-Cola à mettre le paquet sur la diffusion de cette information. Bref, après 77 jours, Coca-Cola annonce le retour de sa formule classique, d'origine Coca-Cola classique. Résultat immédiat, le cours de bourse double. Pour vous dire l'impact que ça a eu. Alors, tout à l'heure, je vous parlais un peu de psychologie. Et ben, je vais vous faire un deuxième petit point psychologique qui est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au retour du Coca-Cola classique, 75% des consommateurs vont aimer de nouveau ce Coca-Cola classique, d'après les études. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Coca-Cola, c'est une grosse machine. Pour distribuer le nombre de magasins, points de vente, ou bars, ou points de consommation, il faut du temps. Et entre l'annonce du Coca-Cola classique et vraiment que tous les New Coke soient remplacés, eh ben, il faut un temps. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude, quand elle a été faite, les gens buvaient encore du New Coke, qu'ils ont aimé. Comme quoi, tout est vraiment dans la tête. Bref, le retour du Coca-Cola est annoncé et c'est un succès. Mais ce que cette histoire nous apprend, au-delà du marketing, de la communication, c'est sur la prise de décision. Coca-Cola est une énorme entreprise. Elle a les moyens financiers, humains, de recherche, les statistiques.
Elle a tout un ensemble d'informations. Elle a l'argent. Elle a les moyens publicitaires. Bref, c'est une entreprise qui a quasiment tout. Et pourtant, et pourtant, elle va prendre la mauvaise décision. Les deux mauvaises décisions. Mais ce que je voudrais retenir de cet épisode, c'est non pas sur le marketing, la communication, la psychologie, même si c'est toujours intéressant, c'est sur la prise de décision. Cette prise de décision, on voit que chez Coca-Cola, qui est une entreprise qui ne manque pas de moyens financiers, humains, quasiment tout en fait, eh ben, une direction ultra expérimentée va se planter. Et va se planter en beauté. Car oui, ils vont confondre leurs besoins, leur volonté à celle du marché. Et même quand ils vont interroger ce marché, eh ben, ils ne vont pas poser les bonnes questions. Donc ça m'amène à deux choses, deux constats. Quand vous prenez une décision, ne vous concentrez pas sur ce que vous souhaitez. Laissez-vous la possibilité d'écouter les personnes autour de vous, d'écouter ceux qui vous disent le contraire. Alors ça ne veut pas dire aller forcément dans leur sens, mais entendez leurs arguments et entendez pourquoi ils vous le disent. Deuxième élément que je retiens, c'est lorsque vous interrogez le marché, oui, interrogez-les sur votre produit, votre service, mais le plus important, c'est sur leur intention d'achat. Vous leur proposez un produit, vous leur proposez un service, oui, très bien. Peut-être qu'ils vont bien aimer ce produit, bien aimer ce service, mais vont-ils l'acheter? Ça, c'est la bonne question. Voilà. Voilà ce que je peux dire de l'histoire de Coca-Cola, que j'ai adoré vous raconter, des apprentissages que moi j'ai pu en tirer, que j'ai pu vous partager. Et surtout, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a fait penser à ta réflexion. Et j'espère que ça t'a fait penser à ta réflexion et à ta manière de prendre des décisions. Et si tu as aimé tous les sujets autour de la prise de décision, je t'invite à t'abonner, car sur cette chaîne, je parle de la prise de décision, aussi bien à travers des interviews d'entrepreneurs, d'artistes, d'artisans, bref, plein de monde, mais aussi à travers d'histoires, de cas historiques, pour en tirer le meilleur enseignement. Mon but, c'est que tu puisses prendre les bonnes décisions. Allez, je te dis à plus tard.